Alors nous voici donc dans le thème 2 de ce webinaire e-Catalyst concernant le RGPD. Donc le cas de vos données des ressources humaines, qu'en est-il concernant la réglementation en vigueur, c'est-à-dire le RGPD, sur la durée de conservation de vos données personnelles? Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Alan Blocho, je suis DPO dans la société e-Catalyst ainsi que formateur de la formation CDPO dispensée par Takeoff, donc la formation CDPO qui a vocation à apprendre à nos stagiaires toute la réglementation qui gravite autour justement de la protection des données personnelles et à en faire à la fin, je l'espère de tout cœur, des DPO et des référents numériques. Vous avez également donc Julien Walbert, qui est l'associé d'e-Catalyst, consultant formateur, et donc président également des structures, que ce soit e-Catalyst et Takeoff. Je reviendrai à la fin de ce webinaire justement sur la présentation de notre école de formation en téléprésentiel, Takeoff, avec les différentes formations qui sont proposées. Donc tout d'abord, laissez-moi faire un point sur le sommaire de ce webinaire. Tout d'abord, nous allons commencer par la première partie, une partie basique, une partie sur les définitions de quelques notions très générales qui nous permettront donc d'aborder ce webinaire de façon claire et précise pour la suite. Viendra ensuite donc le cas du fonctionnement. Pourquoi parle-t-on de durée de conservation? Y a-t-il une obligation spéciale ou pas? Puis par la suite, nous verrons donc, pour le cœur de ce sujet, le cas des données RH qui nous intéressent particulièrement et qui ont tendance donc à intéresser toute entreprise. Enfin, donc, je vous parlerai donc de nos spécialistes et des différentes formations proposées par l'école Takeoff, avant enfin de pouvoir voir si des questions il y a eu pendant ce webinaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Et donc, sachez que durant toute la durée de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet à votre gauche, questions-réponses. J'y reviendrai donc à la fin de ce webinaire. Donc, commençons tout de suite par la première partie, définition. Donc, tout d'abord, bien évidemment, quel serait un webinaire RGPD si on ne désigne pas ce qu'est le RGPD. Donc le sigle RGPD, tout le monde en a entendu parler. Nous arrivons bientôt à l'anniversaire des 3 ans de son entrée en vigueur, le 25 mai prochain. Le sigle RGPD signifie Règlement général sur la protection des données. À quoi sert-il? Il encadre principalement le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne, ou alors dès lors qu'un traitement de données concerne un citoyen européen. Sachez donc qu'il est arrivé parce que le contexte juridique doit s'adapter pour suivre les évolutions des technologies et de nos sociétés. Par exemple, on sait que de plus en plus, le numérique a de plus en plus d'usages. Il y a un développement énorme et exponentiel du commerce en ligne. Tout ça font que les données personnelles, que ce soit donc des citoyens, mais également des clients, puisqu'on parle forcément d'entreprise derrière, eh bien, il va falloir essayer de mettre une disposition légale dessus qui permet de réglementer tout ça, pour qu'on ne puisse pas en faire n'importe quoi. Donc ce nouveau règlement européen s'inscrit dans la continuité de la loi française Informatique et Liberté de 1978. Il renforce donc le contrôle par les citoyens de l'utilisation qui peut être faite des données qui les concernent. Le RGPD harmonise les règles en Europe en offrant donc un cadre juridique unique aux professionnels. Il permet de développer leurs activités numériques au sein de l'Union européenne en se fondant principalement, et c'est ce qui est important, sur la confiance des utilisateurs. Ensuite, parlons donc de ce qu'est une donnée à caractère personnel. Une donnée personnelle est toute information qui se rapporte à une personne physique, identifiée ou identifiable. Mais parce qu'elle concerne des personnes, celles-ci doivent donc en conserver la maîtrise. Une personne physique peut être identifiée de deux façons, déjà directement ou indirectement. Directement, c'est-à-dire par exemple j'ai votre nom et votre prénom, je peux tout de suite savoir de qui il s'agit. Indirectement, c'est-à-dire par exemple j'ai votre numéro de téléphone ou j'ai votre plaque d'immatriculation, votre adresse postale, votre adresse mail, votre voix, votre image, etc. Ça, ce sont des données personnelles qui permettent de vous identifier, mais indirectement. Ensuite, l'identification d'une personne physique peut être réalisée de deux façons, donc à partir d'une seule donnée,
J'ai votre nom, c'est suffisant pour savoir de qui on parle, encore que on enlève les cas des homonymes, mais c'est déjà suffisant avec cette seule donnée de savoir normalement de qui on parle. Et ça peut être également, donc l'identification est réalisée à partir d'un croisement d'un ensemble de données. Donc ça, maintenant, ça parle à toutes les sociétés. Je vais donner par exemple le cas, je sais juste que c'est une femme qui vit à telle adresse, mais j'arrive également à savoir qu'elle est née tel jour et qu'elle est membre dans telle association. Eh bien, en recoupant ces différentes données personnelles, je peux retrouver de quelle personne il s'agit. Enfin, parlons du critère de sensibilité. Sachez que les données dites sensibles par le RGPD forment une catégorie particulière des données personnelles. Ce sont en fait des informations qui vont révéler la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données qui concernent la santé, très généralement, ou des données qui concernent la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. Bien entendu, vous vous rendez compte que ce genre de données sont très propres à la personne physique qui en découle et donc le RGPD interdit de base de recueillir ou d'utiliser ces données, sauf évidemment dans certains cas prévus par la loi. Bien évidemment, vous, en tant que société, vous utilisez des données RH. Dans ces données RH, il va y avoir des données sensibles, par exemple le numéro de sécurité sociale d'une personne ou son état de santé, etc., etc. Mais vous avez le droit de traiter ces données puisque la loi vous y autorise dans des cas très spécifiques. Alors, venons-en au fait, la durée de conservation des données à caractère personnel. Il s'agit d'un principe général énoncé à l'article 5 du RGPD, donc dès le début, qui impose donc à chaque responsable de traitement de déterminer une durée de conservation des données personnelles qui doit être cohérente et justifiée au regard de l'objectif de leur traitement. La réglementation, ou à défaut, parce que vous verrez que ce n'est pas toujours le cas, le responsable de traitement doit donc établir un délai de conservation des données. Si sous-traitance il y a, le responsable de traitement indique à son sous-traitant les délais à appliquer. Car oui, dans certains cas, la durée de conservation est fixée par la réglementation. Je vous donne un exemple qui va vous parler à tous, bien que pas le numéro de l'article. L'article L3243-4 du Code du travail impose à l'employeur de conserver un double du bulletin de paye du salarié pendant une durée de 5 ans. Donc là, vous voyez que c'est bien la loi qui vous impose la durée. Vous ne pouvez pas faire moins, vous ne pouvez pas faire plus. Toutefois, pour de nombreux traitements de données, la durée de conservation n'est pas fixée par un texte. Il vous appartiendra alors à vous, en tant que responsable du fichier, de la déterminer en fonction d'une chose primordiale, c'est-à-dire en fonction de la finalité du traitement. Nous reviendrons dessus après, mais sachez que la CNIL a publié un guide afin que le responsable de traitement puisse comprendre, selon sa situation, quelle durée il devra appliquer. Sachez également que pour un même traitement, les données personnelles poursuivent des phases successives. On parle en fait de cycle de vie de la donnée personnelle. Ce cycle connaît principalement trois phases et encore plus deux phases pour le secteur privé. Ces trois phases sont la conservation en base active, l'archivage intermédiaire et pour des cas assez particuliers, l'archivage définitif. Donc, le cycle de vie des données à caractère personnel peut donc se décomposer dans ces trois phases successives. Vous pouvez vous dire que les données, quand elles sont en cours d'utilisation, sont dans un dossier qu'on dira un dossier en cours. C'est l'utilisation courante des données personnelles. Après, une fois qu'elles ont été utilisées, les données sont mises de côté parce qu'on estime que le dossier est réglé. Donc il y a un archivage intermédiaire. Enfin, et pour certains cas, les données sont archivées tout bonnement parce que le dossier est réglé et archivé. Nous n'avons plus besoin des données à part dans un but justement d'archive. Donc la première phase, l'utilisation courante, qu'on appelle également base active, qui correspond en fait à la durée d'utilisation courante. C'est la durée d'utilisation courante des données ou autrement dit, la durée nécessaire à la réalisation de l'objectif du traitement. Durant cette phase, les données sont généralement accessibles quotidiennement aux agents.
selon leurs fonctions bien évidemment, et au sein des services opérationnels. Il appartient donc à vous, responsable du fichier, de définir cette durée, mais également de la respecter. Lorsque vous faites appel à un sous-traitant et que vous n'avez pas directement la main sur les données, cette durée devrait alors être définie contractuellement. Si on devait vous donner un exemple d'utilisation courante et en comparaison avec des dossiers papier, il s'agirait tout bonnement du classeur accessible au sein d'un bureau qui est placé dans un tiroir fermé à clé quand il n'est pas utilisé. Vous voyez que c'est un classeur qui va être utilisé assez régulièrement, donc il est là à votre portée dans un tiroir parce que vous l'utilisez assez souvent. Donc il est encore en cours d'utilisation. Vient ensuite donc la deuxième phase, l'archivage intermédiaire qui correspond à la durée d'utilisation administrative. En fait, après leur utilisation, les données personnelles peuvent parfois être conservées dans une base d'archivage dit intermédiaire, distincte de la base active, avec un accès qui est restreint, dans la mesure où, par exemple, il existe une obligation légale de conservation des données pendant une durée fixée. Je pense, par exemple, au double du bulletin de paye qu'on vous avait donné juste avant. Vous devez le conserver pendant 5 ans. Mais ça peut être également le cas, par exemple, en l'absence d'obligation de conservation, ces données présentent néanmoins un intérêt administratif, notamment, par exemple, en cas de contentieux. Et donc, cette chose-là vous justifie à vous de les conserver le temps des règles de prescription applicables. Tant que je peux être attaqué sur tel fait, je vais conserver les preuves qui me permettront de me défendre en justice. Si par contre à un moment le délai de prescription est passé, ces données n'ont plus à être en votre possession car il n'y a plus aucun recours possible et de ce fait il y a suppression de ces données. On y reviendra un peu plus tard. Donc en fait, il ne s'agit pas de conserver l'intégralité des données, mais seulement celles qui sont indispensables ou requises par l'obligation légale. Si on donne un exemple d'archivage intermédiaire et on reste dans la comparaison avec des dossiers papier, il s'agirait en fait d'un classeur rangé dans une salle d'archivage fermée à clé au sein des bureaux. Là, vous voyez que nous sommes dans une salle spécifique, nous n'accédons plus vraiment à cette salle, et quand bien même, quand nous devons y accéder, elle est fermée à clé, donc seulement certaines personnes peuvent y accéder. Enfin, dernière phase qui est l'archivage définitif, et ça arrivera seulement dans certains cas très particuliers, par exemple le domaine public. Certaines données et documents présentent en fait un intérêt historique et doivent donc pouvoir être conservés et archivés. Bien sûr, dans les conditions qui sont fixées par le Code du patrimoine, par exemple. Donc, nous sommes bien évidemment ici plutôt dans un domaine public. Et si on devait vous donner un exemple, eh bien, c'est le classeur qui est transmis et qui sort de vos locaux pour aller dans un organisme d'archivage. Donc voilà pour la base. Parlons maintenant donc du fonctionnement de cette durée de conservation de vos données personnelles. Alors, déjà, comment cela fonctionne? Déjà, ayez en tête ces trois notions qui sont le privacy by design, le privacy by default et cette durée de conservation. En fait, c'est-à-dire que vous devez réfléchir dès qu'un projet est mis en place, quel type de données va être collecté ainsi que la finalité pour savoir en fait tout de suite la bonne durée de conservation de ces données. Puisque oui, la durée de conservation, comme on l'a vu, n'est pas nécessairement donnée par la loi. De ce fait, si c'est à vous d'établir une durée de conservation, vous allez devoir réfléchir à pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces données, dans quel but, en combien de temps j'estime que je pourrais réaliser la finalité du traitement, et donc, à partir de là, je n'aurai plus besoin des données. On doit aussi réfléchir à qui aura accès à ces données, ainsi qu'à ces archives. Vous devez prévoir également une procédure de purge automatique et sélective des données, et ça, on y reviendra également. Si vous avez mis en place un procédé d'anonymisation des données, il faudra même vérifier qu'on ne pourra pas réidentifier les personnes à la fin du processus. Bien sûr, conformément à la logique du RGPD de renforcement de l'information et de facilitation de l'exercice des droits, les durées de conservation doivent être communiquées aux personnes concernées via par exemple les mentions d'information. En fait, plus précisément, ça veut dire que vous indiquez aux personnes les différentes phases de conservation des données de manière distincte. C'est-à-dire, par exemple, en base active, et si jamais archivage il y a, vous leur dites qu'il peut y avoir archivage autant de temps derrière. Si l'information aux personnes est délivrée en deux phases, eh bien, l'indication des durées de conservation appliquées peut être effectuée, pourquoi pas, dans le second niveau d'information.
Lorsque la durée de conservation ne peut pas être communiquée de façon chiffrée, il convient d'en mentionner les modalités de calcul. Par exemple, vous pouvez expliquer à votre salarié que vous récoltez ces données personnelles parce qu'elles sont nécessaires à la gestion administrative du personnel et sont donc conservées pendant la durée de la relation de travail. Il n'y a pas de durée à proprement parler puisque votre salarié peut très bien être en CDI et de ce fait-là, vous ne connaissez pas l'issue de votre relation de travail. Les différentes durées de conservation doivent être inscrites dans le registre du délégué à la protection des données pour chacun des traitements concernés. Dans chacune des phases, le responsable du fichier doit prévoir des mesures techniques et organisationnelles pour protéger les données. Par exemple, vous protégez vos données contre la destruction, la perte, l'altération, la diffusion ou un accès non autorisé, etc. Ces mesures doivent assurer un niveau de sécurité approprié au risque et à la nature des données considérées. De ce fait, plus les données que vous possédez présentent un risque élevé concernant la vie privée des personnes physiques concernées, et plus vous devrez mettre en place une protection forte et adaptée au sein de votre organisme. Ça, bien évidemment, ce sera vu et avec votre DPO et avec votre service informatique qui pourront mettre en place les dispositifs techniques de protection de votre système d'information. Attention cependant, une personne qui exerce son droit d'accès doit toujours pouvoir obtenir la communication de l'intégralité des données qui la concernent, qu'elles soient stockées en base active ou archivées. L'archive ne vous dispense pas de respecter les droits de la personne. Ensuite, parlons d'un cas assez spécifique, mais qui peut arriver dans bon nombre de cas possibles. Vous avez le cas de l'utilisation multiple d'une même donnée. Et je vais essayer d'être clair, car ce n'est pas forcément facile à appréhender. Sachez que plusieurs traitements peuvent nécessairement utiliser la même donnée à caractère personnel, mais pour des finalités différentes. Et dans ce cas-là, chaque traitement opérera sa propre durée de conservation des données, puisque la durée de conservation est propre à un traitement de données. Chaque traitement de données aura sa durée de conservation. Donc prenons par exemple le cas des données personnelles d'un salarié de laboratoire. Eh bien, vous vous doutez bien que vous êtes son employeur et donc vous avez son identité, puisque c'est votre salarié, et donc vous pouvez utiliser cette identité pour poursuivre par exemple deux objectifs différents. Vous pouvez les utiliser pour organiser et suivre sa carrière au sein de votre entreprise. Donc c'est un traitement spécifique. Mais vous pouvez également utiliser ces données-là pour le cadre, par exemple, d'une activité de pharmacovigilance réalisée par le laboratoire. Vous voyez bien donc que la même donnée sera utilisée, mais pour deux finalités, donc dans deux traitements différents. Donc dans un tel cas de figure, il est forcément nécessaire de bien distinguer les deux opérations et donc de leur appliquer à chacune une durée pertinente par rapport à leur objectif. Ainsi, les différentes données associées à la durée la plus longue seront conservées et ne seront pas supprimées, alors que l'autre traitement, qui lui avait une durée de conservation plus courte, dira que au bout d'un an, au bout de 6 mois, je supprime les données. Donc les données seront supprimées, puisque le traitement n'a plus lieu d'être, il a atteint sa finalité. Pour autant, l'autre traitement déjà en cours, lui, continuera d'exister. Vous ne supprimez pas les données pour l'entièreté des différents traitements qui existent, ce qui est normal, puisque les autres traitements doivent subsister. Je vous donne ici euh, la grille d'analyse que nous propose la CNIL en fait pour essayer d'identifier au mieux les durées applicables. Donc là, vous avez le contexte, ensuite vous avez les trois phases qu'on vient de discuter ensemble, l'utilisation courante, l'archivage intermédiaire, l'archivage définitif. Donc bien évidemment, la première question que vous vous posez, c'est est-ce que le document, le dossier ou l'applicatif contient-il des données personnelles? Bien évidemment, si là vous répondez déjà non, vous vous doutez bien que vous n'avez pas à respecter le RGPD parce qu'il ne s'applique pas puisqu'il n'y a pas de données personnelles. Pour autant, les questions qu'il faut se poser sont quel est le traitement concerné, quel est l'objectif de ce traitement et donc sa finalité, quels sont les différents éléments que j'ai en ma possession qui pourraient être utiles à la détermination de la durée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà un cadre juridique ou réglementaire qui s'applique et qui me donne une durée, ou alors il n'y en a-t-il pas? Quel est le type de données que je possède? Est-ce que ce sont des données personnelles, entre guillemets, simples ou des données dites sensibles, etc., etc.
Donc là, vous allez pouvoir vous poser les questions, est-ce que un cadre législatif existe? Et si oui, quel est le périmètre de cette obligation? Quelles sont les données personnelles concernées par cette obligation? Pendant combien de temps je dois les conserver en base active? Puis en archivage si jamais il y a archivage, etc., etc. S'il n'y a pas de cadre législatif ou réglementaire, vous allez devoir donc, vous, en tant que responsable de traitement, déterminer cette durée de conservation des données et donc vous allez devoir réfléchir à jusqu'à quand les données sont-elles nécessaires pour atteindre l'objectif fixé, c'est-à-dire la finalité du traitement. Vous vous demandez également, est-ce qu'il existe des préconisations de la CNIL? Parce que la CNIL peut très bien vous donner des préconisations, c'est-à-dire, dans tel cas, j'estime qu'il faut conserver les données autant de temps. Ce ne sont pas des obligations, mais ce sont des indicateurs. Et je vous dirais vraiment clairement que si la CNIL vous dit je vous préconise telle durée, ce serait quand même bien de pouvoir suivre cette durée. C'est qu'il y a une logique, il y a une réflexion et pourquoi pas un consensus également autour de cette durée. Donc on le reverra un peu par la suite. Ensuite, quid donc des différentes sanctions qui peuvent s'appliquer en cas de non-respect qui gravite autour de la durée de conservation des données. Sachez qu'un non-respect qui concerne la durée de conservation des données d'un traitement de données personnelles fait partie des cas les plus graves de non-conformité et donc, en cas de non-respect du principe de conservation limitée des données, l'article 83, cinquièmement du RGPD prévoit désolé, j'ai été coupé, prévoit une amende administrative qui peut s'élever jusqu'à 20 millions d'euros ou dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, sachant qu'on retient la somme la plus élevée des deux. À noter également, lors des contrôles a posteriori effectués par la CNIL, les durées de conservation des données à caractère personnel sont systématiquement vérifiées. Et sachez également que parmi les manquements constatés les plus fréquents figure par exemple l'absence de définition d'une durée de conservation des données. Ou alors par exemple, il n'y a eu aucune politique qui a été définie et les données ne sont jamais effacées. Voici un problème. Ça peut être également le fait que les durées sont excessives. Par exemple, vous aviez une ancienne base de données et elle a été conservée en l'état dans le système d'information de l'organisme. Ça peut être enfin, par exemple, l'absence de mécanisme de purge. C'est-à-dire que vous n'aviez pas fait de mécanisme automatique. Les données, en fait, au sein de votre organisme sont effacées manuellement selon une périodicité qui est variable et au bon vouloir, je ne sais pas, de votre responsable informatique. Et dans ce cas-là, c'est également une contradiction et une non-conformité. Il faut un mécanisme automatique. Si vous dites tel traitement, les données de ce traitement vont être dans une base de données, la durée de conservation a été estimée à 2 ans, eh bien, vous devez mettre en place un mécanisme qui, au bout de 2 ans, supprimera ces données automatiquement. Bien, passons donc enfin au cœur du sujet, qui est le cas plus spécifique donc des données personnelles dans les ressources humaines. Donc ici, sachez que déjà, le 15 avril 2020, c'est assez récent, l'année dernière, la CNIL a publié son référentiel, justement, vraiment par rapport à ce principe de conservation des données en ressources humaines. Sachez que le champ d'application de ce référentiel donc est assez large. Le référentiel vise à orienter les employeurs dans le cadre justement de la mise en conformité des traitements courants dans le cadre de la gestion de leur personnel. La CNIL a notamment listé les finalités de traitement suivantes, et donc vous verrez que ça concerne la majeure partie des sociétés. On parle notamment du recrutement, de la gestion administrative du personnel, la gestion des rémunérations, la mise à disposition au personnel d'outils professionnels, l'organisation d'ailleurs du travail en général, le suivi des carrières de mobilité, la formation de vos salariés, le tenu de registre obligatoire, par exemple avec les instances représentatives du personnel, les communications internes, la gestion des aides sociales et pourquoi pas la réalisation des audits, ainsi que la gestion du contentieux et du précontentieux. Toutes ces questions assez particulières, justement, vous pouvez vous dire, attendez, je ne sais vraiment pas quelle durée de conservation que je peux mettre pour ce genre de données. Eh bien, la CNIL vous a publié son référentiel qui sera là pour vous aider. Et je vous donnerai en fin de webinaire le lien qui vous permettra de juger et de jauger également par rapport à ce que vous possédez, quelle durée de conservation vous devriez appliquer.
Sachez également que on parle ici de droit du travail et donc de données personnelles, mais dans un contexte professionnel, il y a donc nécessité d'une conciliation de plusieurs cadres juridiques. Le RGPD, mais également le droit du travail. RGPD et droit du travail, ainsi que décret de la fonction publique, donc pour les établissements publics. Attention, parce que cependant, RGPD et Code du travail, bien que ce soit deux sources légales différentes, vont tout de même dans le même sens et elles utilisent les mêmes termes. Elles parlent toutes les deux de transparence, de proportionnalité, de finalité du traitement. Donc que ce soit en contrôle de l'activité ou bien même de recrutement ou également en gestion de la paye, ces deux sources seront d'accord sur les mêmes points. Enfin, dernier principe où il faut également se poser des questions, c'est qu'il y a la nécessité de trouver un équilibre entre la vie privée du salarié et le contrôle qui est légitime de l'employeur. Parce que oui, le salarié a droit à une vie privée sur son lieu de travail. Le salarié est en effet payé par l'employeur et donc il doit travailler sur son lieu de travail selon les modalités qui ont été établies par son contrat de travail. Mais pour autant, sachez que la Cour de cassation, elle est venue reconnaître une notion de vie privée résiduelle du salarié sur son lieu de travail. Cela ne justifie donc pas que l'employeur ait un pouvoir de contrôle illimité. L'employeur est en effet en droit de savoir ce que font ses salariés, mais le salarié doit en contrepartie conserver une bulle privée tout de même. Et on reviendra un peu par la suite en vous expliquant comment c'est possible et comment on peut concilier ces deux choses-là. Vous avez également le cas du BIA, donc du Bring Your Own Device, où vous devez également réussir à établir une frontière juridique entre vie privée et vie professionnelle. Parce que mettre, par exemple, personnel sur un dossier ou un mail, même si ce mail est utilisé via la boîte mail pro, parce que de plus en plus maintenant d'entreprises laissent à la libre appréciation de leurs employés de pouvoir ramener leur propre matériel, que ce soit smartphone ou ordinateur portable. Et dans ce cas-là, c'est encore plus compliqué de mettre une barrière entre le professionnel et le personnel. Et dans ce cas-là, il faut intimement demander à vos salariés de mettre personnel sur les dossiers qui doivent l'être. Sinon, effectivement, pour vous, en tant qu'employeur, ça va devenir compliqué de pouvoir mettre une limite entre ces deux choses. Concernant donc les données utilisées en ressources humaines, bien évidemment, vous ne possédez pas que des données à caractère personnel, que ce soit sur vos clients ou vos fournisseurs, mais vous en avez également sur vos salariés. Et vous devrez donc faire une attention particulière sur deux points principaux. Vous ne devez pas exclure le professionnel par rapport aux données à caractère personnel, et vous ne devez pas vouloir absolument le consentement. Je vais y revenir. En effet, il ne faut donc pas, surtout dans tous les cas, se dire que parce que nous sommes dans un contexte professionnel, alors les données ne peuvent plus être considérées comme personnelles. Eh bien si, parce que les mentions de vos salariés que vous disposez sur eux, adresse, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, etc., etc., tout cela, ce sont bien des données personnelles. Et donc, cela doit être protégé de façon forte et respectueuse, selon le RGPD. Ensuite, par rapport au consentement. À la base, on s'était dit que le consentement en ressources humaines, c'était une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que on a beaucoup entendu parler qu'il fallait nécessairement le consentement de la personne pour pouvoir traiter ses données personnelles par la suite. C'est vrai dans beaucoup de cas, mais pas dans tous. Et en RH, ça n'est pas vrai. Parce qu'au début, on s'est amusé à demander le consentement à tous nos employés au début de l'entrée en vigueur du RGPD en disant c'est bon, j'ai demandé le consentement, je peux traiter leurs données personnelles. Mais ce n'était pas obligatoire en fait. Et il fallait pas donc demander à tout va ce consentement des personnes. Parce que pour qu'un consentement soit valable, il y a des règles. Il faut que la personne concernée puisse le retirer à tout moment de façon libre. Or, comment on peut se dire que dans une relation de travail, on peut vraiment parler de cette possibilité que posséderait le salarié de retirer son consentement de façon libre, puisque nécessairement il y a un lien de subordination entre lui et son employeur. Vous comprenez donc qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de vouloir absolument le consentement. Parce que il y a d'autres fondements qui vous permettent également de procéder à un traitement de données de façon légale. Vous pouvez dire j'ai besoin des données et de les traiter parce que j'ai des obligations légales, évidemment parce que vous avez le consentement de la personne, mais également dans un souci de sauvegarde de la vie humaine. Je pense par exemple aux données de santé et une personne qui arriverait à l'hôpital dans le coma, etc. Vous n'allez pas lui demander son consentement pour accéder à son fichier médical, etc. Non, vous y accédez parce que l'intérêt, c'est la sauvegarde de la vie humaine. Et donc, ça vous donne le droit de traiter ces données. Ça peut être également un intérêt légitime du responsable de traitement, etc., etc. Donc, il y a beaucoup quand même de points qui sont potentiellement possibles
pour expliquer que votre traitement doit être fait de façon légale. Je vous donne un exemple ici avec ce tableau, pour que vous vous rendiez compte à quel point vous pouvez obtenir beaucoup de données personnelles sur vos salariés dans les ressources humaines. Par exemple, le recrutement, la paye, la gestion de carrière, la santé et sécurité au travail, la logistique, la vie du salarié, avec chacun chacune de ces colonnes va vous expliquer comment, dans chacune de ces cas, en recrutement par exemple, vous avez tous les entretiens qui sont faits, donc que ce soit avec vos candidats, mais également ensuite avec vos salariés. Vous allez accéder à leur CV, donc à énormément de données personnelles. Vous allez faire des bilans de compétences. Vous avez également les candidatures en ligne, donc vous possédez après leurs données personnelles, c'est-à-dire leur nom, prénom, pourquoi pas leur âge, leur adresse email, etc., etc. Mais quand bien même, une fois qu'ils sont salariés, pour tout ce qui est gestion de paye, vous avez l'adresse du salarié, son numéro de sécurité sociale, ses coordonnées bancaires, son état civil. Concernant la gestion de sa carrière, vous allez devoir faire des évaluations. Pourquoi pas de la formation, avoir un suivi des potentielles sanctions au cours du contrat du salarié, les éventuelles mobilités du salarié, etc. Concernant la santé et la sécurité, vous pouvez avoir des badges d'accès, de la vidéosurveillance, des avis médicaux, des tests de dépistage, des accès biométriques. En logistique, vous avez les ordinateurs et smartphones professionnels qui sont prêtés. Vous avez pourquoi pas des véhicules professionnels. Et enfin, concernant la vie du salarié, vous avez accès à ses situations familiales, maritales, pourquoi pas son appartenance syndicale. Vous vous rendez compte à quel point vous possédez énormément de données personnelles sur vos salariés. Et donc, il y a énormément de traitements de données qu'il y a à faire également. Et donc, effectivement, sur chacun de ces traitements de données, vous allez devoir être en mesure de comprendre pourquoi vous le mettez en place, c'est quoi la finalité, combien de temps j'estime que ça va durer pour mettre une durée de conservation des données. Est-ce qu'il y a un cadre légal ou réglementaire qui me donne directement cette durée de conservation ou pas? Donc toutes ces questions vont nécessairement devoir vous être posées. Donc si vous avez un DPO, bien évidemment, c'est à lui qu'il faudra poser les bonnes questions. Et il se rapprochera nécessairement de toute façon du service RH pour savoir quelles sont les données collectées, dans quel but, quelle est la finalité de traitement, etc. pour pouvoir vous donner ensuite la bonne durée de conservation. Donc concernant tout cela, il y a l'information et le consentement préalable de vos employés, nécessairement. L'employeur doit en effet informer les salariés et les candidats à l'embauche également de la mise en place des finalités et des modalités du traitement. Il peut donc le faire par exemple par le biais du règlement intérieur, mais également avec le contrat de travail ou encore directement sur le site internet de l'entreprise. Par contre, l'information qui est délivrée doit être claire et précise. Certaines données jugées plus sensibles, telles que par exemple la photographie, que ce soit du candidat ou de votre salarié, nécessitera le consentement préalable du salarié pour le coup. Ce consentement doit être précis, non équivoque et doit être un acte positif en s'effectuant par une case à cocher ou une autorisation écrite. Concernant l'obligation de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles collectées, l'employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour garantir la confidentialité des données personnelles des salariés et des candidats. Cela concerne surtout par exemple la sécurité physique en tant que telle, mais aussi l'obligation de savoir qui dans l'entreprise a accès aux données. Donc, vous devez mettre en œuvre, vous, en tant qu'employeur, pourquoi pas une politique d'accès, une protection, je ne sais pas, par badge, etc., pour savoir qui a accès aux données, pourquoi, etc. Vous devez également sensibiliser vos salariés, par exemple à la sécurité des données, ou même créer un référentiel interne. En tout cas, tout ce que vous devez savoir également, c'est si jamais faille de sécurité il y a, et que vous vous êtes fait, pourquoi pas, voler, dérober vos données personnelles, vous devrez, vous, en tant qu'employeur, le signaler à la CNIL dans un délai de 72 heures, puisque l'employeur est le représentant du responsable de traitement. Ensuite, il y a le principe de minimisation des données personnelles qui sont collectées. Car le RGPD instaure ce principe de minimisation des données, c'est-à-dire que l'employeur doit recueillir uniquement les données nécessaires, adéquates et pertinentes à la finalité du traitement. Vous ne devez pas savoir si la personne a 5 enfants, s'il a telle orientation sexuelle, etc. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit salarié chez vous et pour sa mission. Donc vous voyez qu'il y a que certaines données qui doivent être collectées, tandis que d'autres ne doivent pas l'être. C'est ça le principe de minimisation des données.
De la même manière, la collecte de données sensibles est interdite, sauf dérogation particulière, bien évidemment. Sachez également que le RGPD donne de nouveaux droits pour les personnes concernées par leurs données personnelles. Donc vous, sachez que quand vous avez des données personnelles sur vos salariés, ils ont également des droits. Ils ont par exemple le droit à l'oubli, le droit à la portabilité, le droit à l'accès. Donc un employé peut très bien saisir le service RH pour exercer ses droits sur ses données personnelles et le service devra nécessairement y répondre dans le délai d'un mois. Par exemple, s'il fait son droit d'accès à ces données. L'employeur doit donc rester extrêmement vigilant sur ce point-là également. Parce que, effectivement, les employeurs maintenant le savent, doivent répondre aux différents droits de leurs clients, mais également de leurs salariés. Et donc, justement, concernant la durée de conservation des données personnelles de vos employés, cette durée de conservation doit être établie dans une politique de conservation. Et donc, dans ce sens, les ressources humaines devront détruire les données collectées une fois l'objectif atteint. À cet égard, et par exemple, les données collectées sur un candidat qui a été non retenu ne devront être conservées durant une durée maximum de 2 ans. Et par exemple, les informations relatives à la paye d'un salarié ne doivent être conservées que pendant 5 ans. Donc ça, c'est bien un cadre légal qui vous l'impose. Vous ne pouvez pas les conserver plus que cela. Donc si je devais résumer ce qu'il est nécessaire de faire, vous devez, lorsque vous mettez en place un traitement de données personnelles, définir nécessairement la base légale. Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est parce que j'ai eu un consentement? Est-ce que c'est parce que j'ai une obligation légale? Est-ce que c'est dans l'intérêt légitime du responsable de traitement? Etc., etc. Ensuite, vous devez nécessairement déterminer la finalité. Pourquoi est-ce que je mets en place ce traitement? Qu'est-ce que je veux faire de ces données? Et justement, cette question en amène une autre, la minimisation des données, c'est-à-dire de quelles données ai-je besoin pour mettre en place le traitement? Vous avez donc nécessairement ensuite cette notion de conserver les données pour une durée définie. Vous vous posez donc les questions suivantes. Jusqu'à quand ai-je vraiment besoin des données pour atteindre l'objectif que j'ai fixé? Est-ce que j'ai des obligations légales de conserver les données pendant un certain temps ou non? Est-ce que je dois conserver certaines données en vue de me protéger contre un éventuel contentieux? Et si oui, quelles sont ces données? Jusqu'à quand puis-je faire valoir ce recours en justice? Ça va vous permettre de connaître les délais de prescription et donc potentiellement la durée de conservation de vos données. Quand bien même vous les archivez parce que vous savez que vous ne les utiliserez plus, sauf dans un souci justement légal. Et donc vous vous posez la question, quelles informations je vais archiver et pendant combien de temps je vais les archiver? De toute façon, sachez qu'il est également nécessaire de protéger les données en garantissant leur intégrité et leur confidentialité. C'est également une obligation du RGPD. Bien évidemment, tout cela doit être fait en toute transparence. Les personnes concernées par leur traitement de données doivent être au courant de ce que vous faites de leurs données. Où est-ce qu'elles vont transiter? Est-ce qu'elles vont aller hors UE? Est-ce que vous avez eu son consentement pour cela, etc. Tout cela, c'est toujours fait en toute transparence. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi donc ce webinaire consacré à la durée de conservation des données, notamment les données dans le domaine RH. Je vous mets ici quelques liens utiles qui vous permettront, je l'espère, d'avoir en tout cas plus de réponses concernant la durée de conservation de vos données. Je vous ai mis certains référentiels de la CNIL, que ce soit le référentiel GRH qui vous intéressera particulièrement pour ce cas-là. Vous avez également un guide qui est plus général sur la durée de conservation, où la CNIL va vous donner des préconisations, hein, ce ne sont pas des obligations. Et vous avez également ici 3 référentiels qui s'intéressent plus particulièrement au domaine de la santé, parce que ça peut intéresser beaucoup de monde et je sais que parfois c'est assez compliqué de se dire: «Moi j'ai accès à des données de santé, de mes salariés, je suis pas forcément un professionnel là-dedans, donc comment je fais? Comment je gère ces données? Combien de temps je les conserve?» et cetera, et cetera. Donc vous avez ici accès à ces 3 référentiels qui, j'espère, vous aideront, dans votre gestion de vos ressources humaines. Donc voilà, merci beaucoup. Je vais me permettre de vous présenter assez succinctement donc nos spécialistes, c'est-à-dire notre école Take-Off, ainsi que les différentes formations qui y sont dispensées. Donc sachez que Take-Off, en fait, c'est une école qui est 100% en téléprésentiel.
donc une école 100% numérique. Sachez que moi, par exemple, je suis également formateur de l'une de ces formations, qui est la formation, comme vous l'aviez vu au début, la formation CDPO. Donc la formation CDPO, en fait, vous permet à la fin, au bout de 3 mois, de passer une certification déléguée à la protection des données. Cette certification, sachez qu'en plus, elle est agréée par la CNIL. Donc cela vous permettra d'avoir un coup de pouce, pourquoi pas, si vous vous réorientez professionnellement, de vous réorienter en tout cas vers ce métier de DPO qui, vous l'avez vu, est vraiment très complet, très riche en missions, et donc vous permettra de mettre un pied à l'étrier et, je l'espère, de commencer votre métier de référent numérique, puis DPO. Sachez également que Takeoff dispose également de 2 autres formations. Donc, nous avons la formation CMM, qui est Community Manager Maker, qui s'intéresse donc particulièrement aux réseaux sociaux, ainsi qu'aux différents outils qui vous permettent de communiquer, vous, en tant que community manager, avec vos clients, avec vos fournisseurs, etc. Donc, vous utilisez beaucoup de logiciels type Photoshop, etc. Donc, beaucoup de prospection, comment bien agripper le client, comment comprendre les besoins de ses clients, etc., etc. Donc, comment devenir, si vous voulez, un bon community manager. Et enfin, la dernière formation que nous dispensons actuellement est la formation SDSI, qui est ici axée beaucoup plus cybersécurité, où vous apprenez donc le métier de spécialiste défense des systèmes d'information. Donc là, vous apprenez clairement à hacker un système d'information, car pour bien défendre un système, il faut déjà savoir comment on l'attaque pour pouvoir riposter derrière. Je vous propose ici donc les différents moyens de retrouver et l'école Takeoff sur les différents donc réseaux sociaux justement. Donc vous avez nos 2 sites internet, takeoff.tech et icatalyst.fr. Nous sommes présents sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn et sur TikTok. Je vous laisse le temps d'apprécier donc ces différentes URL et je vais ensuite passer donc aux différentes questions, si questions il y a, en espérant avoir été le plus clair possible. Donc, alors, j'ai une question qui me dit, si j'ai collecté des données pour un traitement particulier, mais qu'au fil de mes activités, je souhaite effectuer de nouveaux traitements, est-il possible de réutiliser ces données? Alors, vous ne pouvez pas réutiliser des données pour un traitement en cours pour un autre traitement en cours par la suite, parce que dans ce cas-là, il y a la nécessité d'obtenir l'aval de la personne concernée. Puisqu'à la base, quand vous avez recueilli les données personnelles pour tel traitement, vous avez demandé à la personne son consentement ou peu importe, en disant que c'était pour la finalité obligatoire, etc. Mais la personne vous a dit OK, mais pour tel but, ce que vous lui avez dit en toute transparence au départ. De ce fait, vous n'avez pas le droit d'effectuer un nouveau traitement de données en vous basant sur ce traitement qui existe déjà. Vous êtes obligé de refaire un nouveau traitement de données et de ce fait réindiquer à la personne pourquoi vous voulez de nouveau accéder à ces données personnelles, dans quel but, et de ce fait remettre encore une nouvelle durée de conservation de données. J'espère avoir été clair. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Sinon, vous pouvez me reposer une autre question qui découlerait de celle-là. Mais voilà, vous ne pouvez pas réutiliser des données que vous avez actuellement pour autre chose que ce pourquoi vous les aviez collectées au départ. Il y a une finalité, hein, c'est ce qu'on appelle la finalité de traitement. Et cette finalité, elle a été claire dès le départ. Donc, si la personne vous a dit oui pour telle finalité, ça veut bien dire que vous ne pouvez pas réutiliser ces données pour autre chose. Sauf si vous lui demandez et qu'elle dit OK, pas de souci pour ce nouveau traitement. Dans ce cas-là, oui. Alors ensuite, j'ai une question qui me dit: les données personnelles de type prospection commerciale peuvent être conservées combien de temps? Alors, données personnelles type prospection commerciale, j'imagine que ce que vous voulez dire par là, c'est j'ai une base de données sur des adresses mail que j'utilise justement pour faire de la prospection. Combien de temps je peux le conserver? Alors c'est une bonne question, mais il faut aussi se dire, est-ce que déjà j'ai légalement le droit d'avoir cette base de données? Est-ce que j'ai le droit d'envoyer des mails de prospection à ces personnes? C'est-à-dire, est-ce que j'avais eu à la base leur consentement pour le faire ou pas? C'est déjà la nécessité de se poser la bonne question, hein. Parce que déjà, si de base vous n'avez pas le droit de prospecter la personne parce qu'elle n'avait pas donné son consentement à la base, il n'y a même plus lieu de se poser combien de temps je peux conserver ces données. Pour autant, sinon,
et pour être totalement franc avec ce que vous me posez comme question, vous pouvez vous dire que normalement, vous avez le droit de conserver ce genre de données pour une durée de 2 ans, heu, en prenant en compte la dernière fois qu'il y a eu un échange entre votre société et votre client ou prospect. Donc c'est-à-dire que si jamais il y a de nouveau un échange par mail et qu'il y a une réponse, par exemple, de ce prospect ou qui juste clique sur votre lien et cetera et il dit qu'il est intéressé, le délai de 2 ans reprend à partir de ce moment-là. Donc il peut être reconduit. Et donc effectivement, la suite de votre question, c'est est-ce que ça nécessite le consentement ou est-ce que ça peut être collecté comme intérêt légitime de l'entreprise de commerce? Alors non, justement, et il faut se poser les bonnes questions et c'est un problème que beaucoup d'entreprises ont. Effectivement, comme j'avais expliqué que comme base légale, il y avait des entreprises qui mettaient ou le consentement, ou l'intérêt légitime, ou une obligation légale, etc. Sachez que l'intérêt légitime n'est pas un fourre-tout. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire: «Bah, je ne sais pas quoi mettre, j'ai l'impression que rien ne fonctionne, donc je vais mettre intérêt légitime et ça sera bon». Alors faites très attention à ça, l'intérêt légitime doit nécessairement être, étayé. Si contrôle de la CNIL il y a, vous ne pouvez pas dire: «Non, mais j'ai mis intérêt légitime, parce que je savais pas quoi mettre». Ça ne fonctionnera pas et vous serez épinglé et sanction il y aura. Parce qu'il y aura eu une mauvaise collecte de traitement de données personnelles. Parce que dans ce cas-là, la base n'est pas, légalement justifiée. Donc non, une entreprise de commerce, je sais que c'est dans son intérêt à elle de faire du commerce, c'est normal, mais ce n'est pas un intérêt légitime de collecter des données personnelles sans avoir le consentement des personnes. Ça ne fonctionne pas. Vous devez nécessairement avoir leur consentement pour faire de la prospection auprès de ces personnes. Donc ça peut être très bien, par exemple, elle a donné son adresse mail auprès de l'un de vos partenaires commerciaux et lors de la collecte des données, eh bien, elle a coché la case «J'accepte que mon adresse mail soit partagée envers vos partenaires afin d'obtenir de la prospection commerciale. Dans ce cas-là, oui, vous avez bien eu le consentement de la personne et ça a été clair et transparent dès le départ. Mais si vous êtes dans un autre cas et que je ne sais pas comment vous avez obtenu ces différentes adresses mail, l'intérêt légitime de l'entreprise de commerce ne fonctionne pas. Ça ne prévaut pas, clairement. Vous devez avoir le consentement de la personne pour ce cas-là. Donc voilà pour les différentes questions que j'ai eues. J'espère avoir été assez clair en tout cas sur cette notion de durée de conservation. Je suis content que vous ayez pu, la suivre et j'espère qu'elle vous aidera donc dans votre quotidien, de votre travail de façon professionnelle. Donc merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain, webinaire RGPD et je vous souhaite une bonne soirée.